Bienvenue dans Conversation Madame Figaro. Aujourd'hui, nous allons parler musique et peut-être d'autres choses, j'imagine, d'autres choses, avec mon invité. Mon invité a au moins 2 noms, mais je la connais au moins aussi par son pseudonyme, qui est Olysses. Bonjour Olysses. Bonjour Cécile. Bonjour. Comment allez-vous? Plutôt bien, chaudement. Enfin, ici ça va, mais oui, ça va. Ici, on est en pleine canicule. Parle, hein. Absolument. Je vous pose ma question traditionnelle, celle que je pose à tous mes invités, enfin toutes les personnes qui passent sur ce canapé. Ça fait quoi d'être vous en ce moment? Ça fait quoi d'être Olysses ou d'être dans la peau de Olysses? Et est-ce qu'il y a une différence entre être dans la peau de Olysses et dans celle de Cécile Cassel? Voilà, j'allais poser... Et de Cécile même. Cécile. Bah oui, parce que même Cassel, c'est un pseudo aussi. Donc en fait, écoutez, en ce moment, c'est... Un peu tout ça réuni, un peu la vie privée, la vie professionnelle, réussir à jongler entre tout ça, un retour à la musique, ce qui est assez... le monde de la musique a tellement changé, donc je dirais que c'est beaucoup de remous internes, mais c'est plus doux que quand j'avais 20 ans, par exemple. C'est-à-dire? Les remous internes, je les connais un peu mieux et je les accepte. À 20 ans, on est tout bousculé, on comprend rien de ce qui se passe, quoi. Quand vous dites un retour à la musique, c'est que ça faisait longtemps que vous n'aviez pas enregistré. Oui, tout à fait. Il est sorti des choses. Alors oui. que là, il y a deux morceaux qui sont sortis. Tout à fait. Et vous préparez un album et vous préparez aussi des concerts à la Maroquinerie en novembre. D'où vient ce retour? Mais d'où vient cette absence, peut-être? Je suis devenue maman, et dans des conditions un petit peu particulières, parce que j'ai eu un petit garçon très grand prématuré. Oui. Et donc, voilà, aujourd'hui, il va bien. Mais il m'a fallu un temps assez long pour rester près de lui. Et voilà. Et donc, je me suis coupée de ma vie professionnelle, comme beaucoup de mamans. Et voilà. Et là, il était temps pour moi de m'exprimer à nouveau, de retravailler. Et aussi parce que je pouvais me le permettre, parce qu'il va bien. Comment est-ce que ça se passe quand on arrête, quand on est obligé d'arrêter un métier comme celui-là qui j'imagine est quelque chose qui vous portait depuis très longtemps, enfin qui vous porte et qui constitue quasiment toute votre vie. Il n'y a pas de séparation. Bah non, il y a justement, comme il n'y a pas de séparation, c'est assez étrange. Il n'y a pas de séparation, puis aussi moi je produis tout ce que je fais, donc en fait si je pars pas travailler, il n'y a pas d'argent qui rentre, en fait tout bêtement, c'est assez pragmatique. Donc je pense que quand on est face à l'adversité, on déploie des choses qu'on comprend sûrement des années plus tard. Je ne pense pas être encore complètement capable de comprendre, si ce n'est que j'ai évidemment été très frustrée, que j'avais envie de faire mon métier, et qu'en même temps, ma place était là où j'étais et que c'était indéniable. Donc voilà, là je suis très heureuse justement d'avoir réussi à refaire de la musique, d'avoir pu exprimer plein de choses et d'avoir pu parler aussi un peu de tout ça et de la personne que je suis devenue, parce qu'évidemment la maternité transforme, ça c'est une évidence pour tout le monde, mais en plus, voilà, moi je l'ai vécu dans des circonstances un peu particulières. Parlons un peu des évidences, si ça ne vous embête pas, précisons-les. Qu'est-ce qui a changé en vous? Qu'est-ce que vous diriez? Quelles sont les premières choses comme ça qui vous viennent à l'esprit? J'ai l'impression de dire, je vais peut-être dire quelque chose de très bateau, mais le sens des priorités, clairement. Voilà, moi je suis nourrie par mon métier depuis toujours, j'ai la chance de faire un métier de passion, que j'aime profondément, et quand on est passionné par ce qu'on fait, ça nous consume tout le temps, en fait. Il n'y a pas d'horaire de bureau, en fait, il y a vraiment quelque chose en nous qui s'infuse tout le temps. Et là... la maternité, en tout cas la parentalité, ça vous déplace l'ego, en fait, je crois, tout bêtement. C'est-à-dire que pas grand-chose fait le poids en face, voire rien. Si on a un problème avec notre enfant, le reste n'a pas beaucoup d'importance. Même parfois, là, ça a été le cas, j'ai annulé une tournée auquel je tenais énormément du jour au lendemain, où j'étais très, très heureuse parce que j'allais... ouvrir dans des grands festivals pour le retour de Stromae et où je jouais juste avant lui sur des grandes scènes dont j'ai rêvé pendant vraiment des années. Bon, j'ai eu les boules 5 minutes, mais en vrai, ma place était ailleurs. Donc je dirais que ça décentre l'ego et ça
vraiment, le sens des priorités est plus du tout le même, quoi. Et comment est-ce que ça affecte l'écriture, par exemple, la façon d'écrire, de composer, de produire même? Comment est-ce que ça déplace les choses? Déjà, le temps n'est pas le même. Ouais. Le temps qu'on a, voilà, quand je disais qu'on est, quand on est passionné, on a ça nous occupe l'esprit tout le temps. Bon, voilà, l'esprit, il est occupé quand même par beaucoup d'autres choses. Et donc, ça m'a obligée à être extrêmement efficace, même si j'aime pas ce mot-là. Mais quand d'un coup, je rejoignais par exemple Adrien Gallo, avec qui j'ai co-composé les 2 premiers titres que j'ai sortis, là, Des histoires et tu me plais, qui lui est papa aussi, on avait d'un coup des horaires très arrêtés. C'est-à-dire, ok, on se rejoint pour déjeuner, et ensuite, on a l'après-midi, et lui, il doit aller chercher ses enfants à l'école, moi, il faut que j'aille chercher mon enfant. Ok, donc on a ce temps à partie. Et bien, bizarrement, ça a créé quelque chose d'une urgence très intéressante dans la création, un cadre, en tout cas. Je reviens à Stromae, mais j'avais lu... qui s'est exprimé là-dessus en disant que lui, il aimait beaucoup l'idée d'avoir des horaires dans sa création, qu'il dépose son enfant à l'école, il travaille la journée et puis il s'arrête à un moment T. Et en même temps, ça crée une frustration folle parce que, évidemment, la création, c'est pas quelque chose qu'on décide. Et c'est souvent dans les 10 dernières minutes que nous vient quelque chose au moment où on doit partir, que là, il y a un truc qui jaillit. Et voilà, faut composer avec, au sens propre comme au sens figuré. On dit beaucoup aussi que la création, c'est du travail, enfin, c'est de la pratique, c'est l'exercice quasiment. Oui. C'est comme de la gym, quoi, ou du sport. Est-ce que vous avez cette pratique-là? Est-ce que c'est une pratique que vous avez toujours eue? Oui, alors elle est plus infuse. Il y a un livre merveilleux d'Elizabeth Gilbert qui est un essai qui s'appelle Comme par magie. Oui. Alors la couverture est un peu new wave, hein, il ne faut pas se laisser avoir par ça, mais qui parle justement de ça, de la création. Et elle parle du fait qu'elle est vraiment très appliquée, elle écrit tous les jours, elle s'oblige à écrire des pages, il y a aussi plein d'exercices à faire. Moi, je n'ai pas vraiment cette discipline-là. En revanche, ça m'occupe l'esprit tout le temps. C'est-à-dire que quand j'écris, si j'ai une idée de chanson ou d'un texte que je n'ai pas terminé, ça va m'occuper tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je marche beaucoup, par exemple. Ah oui. La création vient beaucoup dans le fait de marcher, dans la marche. Et je sais pas, mon cerveau fonctionne différemment. La marche solitaire, la marche accompagnée, solitaire, la marche. Solitaire. Ouais, vous marchez beaucoup tous les jours? Beaucoup, énormément. Je fais quasiment tout à pied à Paris. Oui. Et j'ai besoin d'énormément marcher. Donc en fait, la création vient beaucoup de cette mécanique-là. Je dirais que plutôt que de me poser devant une feuille ou un ordinateur, j'ai tendance à aller marcher. Et souvent après, ça découle de cette réflexion qui est presque méditative en fait. Donc si on vous croise dans la rue en train de marcher, on se dit c'est Olysses, elle est en train de bosser là. Ouais. C'est ça? C'est vraiment pas du tout crédible. Non, et je parle toute seule beaucoup. Ah oui? Mais oui. Oui. Bah oui, parce qu'en fait, je me parle à moi-même sur ce que je suis en train d'écrire parfois. Et comment vous notez les choses? C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que la marche, on a aussi l'impression que c'est évanescent, c'est-à-dire que ça va partir. Oui, alors je me fais des petits mémos vocaux, et parfois je les écris vraiment aussi, parce que de voir les mots, ça change les choses. Et après, il y a quand même un moment où il faut finir. Et donc ça, c'est quand même devant un ordinateur. Je parle d'un texte. Hein. Une mélodie, c'est très différent. Ça se compose. Moi, je compose au piano. Donc aujourd'hui, on a des outils incroyables. Moi, je compose sur Logic avec un clavier. Je peux créer un orchestre symphonique si j'ai envie. C'est fantastique. Et donc, je compose au piano. Et une fois que j'y suis, pareil, cette mélodie, elle va rester. Et on dit que les bonnes mélodies, elles partent pas, qu'on les perd pas. Oui, elles restent en vous. Bah oui, on n'a pas obligatoirement besoin de les noter. Elles reviennent, quoi. C'est quoi votre premier souvenir de musique? C'est quoi le souvenir le plus ancien que vous ayez et qui vous reste? Et auquel vous vous rattachez peut-être? Je dirais que c'est... ma grand-mère maternelle était une pianiste contrariée, parce qu'elle a fait le choix... j'ai jamais vraiment su si c'était un choix ou pas, mais en tout cas, quand elle est devenue maman, elle a tout arrêté. Et elle rêvait d'être concertiste, elle était pianiste de jazz à Saint-Germain, mais elle avait gardé un piano à la maison, chez elle. Et je passais beaucoup de temps chez elle, et elle m'a très très tôt mise devant le piano, sur ses genoux. Elle me jouait un peu des génériques de dessins animés, des trucs pour m'attirer, je pense, pour me charmer avec le piano. Dans le piège. Voilà, et donc je dirais que oui, mes premiers souvenirs de musique, c'est quand même ma grand-mère, et d'ailleurs c'est l'instrument vers lequel je me suis tournée finalement. Vous pratiquez tous les jours? Vous avez réussi à pratiquer tous les jours? Non.
j'aimerais. Ouais. Non, je suis une piètre pianiste. Je sais que vous avez reçu mon amie Alice Taglioni il n'y a pas longtemps. Je ne peux pas dire que je joue du piano, voilà. J'ai jamais eu cette discipline-là, je l'ai eu, j'ai appris petite le solfège et tout ça, mais après, non, j'ai beaucoup pratiqué avant d'avoir un enfant. Et j'avais mis mon piano quasiment au milieu du salon, entre le salon et la cuisine. Vraiment, j'avais une espèce de cuisine, il était presque dans la cuisine. Ah oui. Parce que j'aime bien que ce soit désacralisé, que ce soit un objet devant. On a 5 minutes, s'il y a un truc en train de cuire, on fait du piano. J'aimais beaucoup cette idée-là. Et je l'ai gardé d'ailleurs dans mon appartement aujourd'hui. Il est vraiment dans l'entrée, il est là tout de suite, quoi. Ah oui. Ouais. Et vous écrivez aussi comme ça, de façon désacralisée, c'est-à-dire c'est des notes plus que. C'est tellement anarchique. Ah oui. C'est-à-dire que, il y a quelque chose de la magie dans l'écriture. Parfois, il y a quelque chose qui jaillit. Je parle souvent de jaillissement, mais parce qu'on a l'impression que ça sort de nous de manière totalement inexpliquée. Et en fait, je pense que c'est mûrement réfléchi et qu'à un moment, c'est prêt à sortir, à s'offrir. Et parfois, c'est des morceaux sur lesquels je reviens pendant 2 ans. 2 ans ? Ouais, ça m'est arrivé de reprendre, de sentir que on n'est pas encore à l'endroit qu'il faut. J'ai un morceau notamment que j'ai pendant 4 ans travaillé à revenir sur mon premier album, revenir sur ce morceau-là pendant 4 ans, et finalement il a été complètement différent de ce qu'il racontait au départ ou autre. Quel regard justement vous avez sur vos premiers disques ? C'est quoi ? Ce sont des enfants, des compagnons, des souvenirs C'est un peu tout ça à la fois. Ouais. Un peu des albums photos. Ah aussi. Ouais. C'est-à-dire vous vous revoyez à ces âges-là, c'est ça ? Ouais. Après, j'aime bien cette idée qu'on comprend les chansons qu'on a écrites des années plus tard. Parce que, pareil, dans ce jaillissement, je crois qu'il y a un truc un peu inconscient. Alors, je le ressentais quand même beaucoup plus en anglais, parce que les albums précédents étaient en anglais. Il y avait quand même l'air de rien, cette barrière de la langue, même si je me sentais très à l'aise dedans. Mais donc, peut-être que ce que je créais comme métaphore, parce que ça sonnait bien, parce que ça me racontait quelque chose, en fait, avait souvent une résonance ou un écho aujourd'hui très différent. Je me disais, mais en fait, c'est ça que j'étais en train de me dire à moi-même. Donc, je les regarde comme une photographie de peut-être des instants où je les ai créés. Entre la langue étrangère et le pseudonyme, est-ce que ce sont des façons de se mettre à distance, de se protéger, de se compliquer la vie peut-être, parfois, ou de compliquer l'accès à vous ? Je sais pas, parce qu'en fait, j'ai fait tout ça de manière, au contraire, très spontanée. C'est-à-dire que la raison pour laquelle j'ai pris un pseudonyme en faisant de la musique au départ, c'était parce que je porte le nom de Cassel. Je suis, comme on dit aujourd'hui, un Nepo baby. Et que je n'avais pas envie que ça entrave l'évolution normale qu'on a quand on est artiste. C'est-à-dire, on commence, on se plante, on n'y arrive pas. On fait des concerts, on apprend son métier. Et donc, pour pouvoir apprendre mon métier de chanteuse et faire les choses de manière normale, j'ai pris un pseudo. Pour pouvoir faire des premières parties, faire des concerts où j'ai été très mauvaise, j'en ferai sûrement encore d'ailleurs, mais voilà, en tout cas, apprendre par la base. Se mettre à l'épreuve. Oui. Ne pas être jugé par... Ne pas être jugé tout de suite, alors que c'est pas... Demain, quelqu'un de totalement anonyme va faire un concert, il ne va pas être jugé de la même manière que quelqu'un qui porte un nom ou qui a déjà un passé dans un autre métier. Donc voilà, déjà c'était pour pouvoir apprendre mes gammes tranquilles. Et aussi, j'aimais bien cette idée, c'est la rencontre avec Maxime Nucci, aka Yodelis, qui est lui aussi un pseudo, qui a été déterminante. Et lui m'a dit, crée ton clown. C'était créer ton personnage dans lequel tu vas te sentir justement assez à l'aise pour te dévoiler complètement. Je pense que j'étais beaucoup plus à l'aise d'un coup. Ce personnage, entre guillemets, ce personnage d'Odysseus, mais en tout cas ce nom me permet de me dévoiler dans l'écriture et tout ça de manière plus intime, bizarrement. Et après, la langue anglaise, pareil, ça s'est fait un peu de manière... J'écoutais quasiment que de la musique anglo-saxonne. J'habitais à Londres quand j'ai commencé à écrire des chansons. Je ne pensais pas follement revenir en France à ce moment-là. Et puis voilà, moi, dans ma tête, la pop, c'était ça. Et sont arrivés plein d'artistes derrière qui m'ont fait... surtout qui m'ont prouvé le contraire, qu'en fait, on pouvait faire sonner le français de manière différente. Et je pense que j'avais besoin d'atteindre une certaine maturité pour être assez
à l'aise. Pour écrire, Ouais, pour maîtriser ces mots-là. Oui, et puis pour écrire dans ma langue maternelle. Ouais. On va écouter un morceau, on va voir si ça vous affecte ou si vous reconnaissez au moins. Si oui, vous reconnaissez. j'espère. Si vous reconnaissez, on verra. On écoute. C'est le Paradis Blanc. Absolument. Oui. Vous êtes forte. Michel Berger, France Gall. Oui, tout à fait. J'avais envie de vous faire écouter ça, à la fois parce que c'est en français, on parlait de ça, et aussi parce que Michel Berger, France Gall, c'est un peu des icônes, des sommités, des icônes, surtout, notamment lui dans l'écriture, elle aussi. Est-ce que ce sont des modèles? Est-ce que c'est un modèle? Est-ce que cette musique-là, à ce moment-là, ce sont des modèles où... Absolu. Ah oui? Absolu. Mm-hmm. Déjà, voilà, il y a deux notes et on reconnaît tout de suite instantanément. Donc, et je pense que c'est assez universel. Hein. Je pense qu'en France, il y a peut-être une quarantaine, cinquantaine de titres de Michel Berger ou de France Gall où dès les deux premières notes, vous reconnaissez. Il y a quelque chose dans l'écriture qui est extraordinaire de composition, déjà, des mélodies dingues, et cette facilité à toucher avec des mots très simples. Il y a toujours dans l'écriture de Michel Berger quelque chose de très direct, et qui touche, voilà, encore 40 ans, 50 ans plus tard. Et France Gall, c'est quelqu'un que j'ai eu la chance de côtoyer dans la vie, et qui était une femme, une artiste. Je crois qu'on n'a plus jamais eu d'équivalent. Ah oui, oui, parce qu'elle faisait, voilà, justement le vrai rôle d'interprète au-delà, c'est-à-dire que ce sont des chansons de France Gall. Il n'y a pas de question, ça lui appartient. Il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute. Et quand d'un coup on a ce truc d'incarnation tellement chevillé au corps, c'est rare, c'est magnifique. C'était ses chansons à elle et pareil, elle a laissé un patrimoine extraordinaire, une énergie hallucinante. J'ai revu pas mal de lives dernièrement. Ah oui. Elle a une énergie dingue, elle chante extraordinairement bien. Parce que... C'est un modèle, on dirait, pour vous. C'est même ah oui, vraiment. Une matrice, un peu. Oui, et puis moi, je suis une enfant des années 80. Donc en fait, j'ai grandi avec cette musique-là à la radio. C'est votre génération. Ouais, bah oui. J'ai grandi avec Résiste, avec Babacar, avec évidemment, avec tout ça. Donc, oui, moi, j'ai un respect immense. On écoute autre chose ? Okay. On va voir si vous aimez autant ou pas. On écoute. On est dans les années 80 aussi. C'est Blondie ? J'entends vraiment très peu. Hein. C'est Blondie ? Non. Dépêche Mode ? Pas du tout. Non. Pas. C'est Liza Minnelli. Ah bon ? Produite par les Pet Shop Boys. Ah waouh ! Alors je connais pas du tout cette période-là. J'adore Liza Minnelli. Mais alors là, vous m'avez emmené dans une période que je connais pas du tout. Il y a eu un moment où il y a eu un revival. Elle a fait avec les Pet Shop Boys. Est-ce que vous aimez bien travailler avec les autres ? Mais est-ce que vous accepteriez d'être comme ça, prise sous l'aile d'artistes encore plus... Ah, vous voulez dire comme là, un moment là, oui, comme cette collaboration-là, comme Est-ce que vous aimez ça ? Moi, j'adore travailler avec les autres. Ouais. Vraiment. J'adore... Je pose la question parce que vous faites beaucoup de choses toute seule. Oui, mais je co-compose beaucoup. Voilà, je parlais d'Adrien Gallo tout à l'heure. J'ai une amie à moi qui s'appelle Hall, qui a un très beau projet musical aussi, et avec qui on compose beaucoup ensemble. Moi, j'adore la collaboration, je pense qu'on se nourrit énormément les uns les autres. Après, je crois que j'ai pas un tempérament à être une muse. Et d'ailleurs, je pense que c'est aussi ce qui a fait que j'ai eu du mal à trouver ma place dans le cinéma à un moment. Ah oui. Parce que peut-être que... je me souviens souvent d'un casting qui s'était très mal passé, au demeurant, mais avec un réalisateur qui m'avait dit « tu es beaucoup trop volontaire ».
Comme si c'était un défaut. J'en étais sortie, et ça m'a marqué parce que c'était il y a plus de 15 ans. Et vous y pensez encore? Et j'y pense encore parce qu'en fait, pour moi, il avait touché du doigt ce qui justement faisait toute ma personnalité. Le projet d'Olysses n'existerait pas si j'étais pas volontaire comme je le suis. Déjà, j'ai commencé à faire de la pop à un âge où normalement les artistes pop, on les range au placard. J'ai fait un album en anglais. J'avais déjà mon lot de casseroles me concernant, avec un autre nom. Enfin bon. Donc, oui, une collaboration, oui, ça j'adorerais. Être invitée dans l'univers d'une ou d'un autre artiste, j'adorerais. Mais l'idée qu'on me chapeaute d'une manière ou d'une autre. J'ai l'impression que ce casting raté vous a vraiment marqué. Oui, ça m'a marqué aussi parce que il y a des choses que vous avez construites depuis ce moment-là. Bah, honnêtement, j'en suis sortie. Je me souviens avoir appelé mon agent déjà en disant que c'est pas du tout pour cette phrase-là, mais ça s'était très mal passé parce que c'était un réalisateur qui s'est très mal comporté. Donc je m'en souviens aussi pour ça. Mais surtout, j'en suis sortie en disant mais puis, enfin, qu'est-ce que ça veut dire de dire un truc pareil? Je suis venue, j'ai travaillé, et tout ça. T'es trop volontaire. Bah, tu préférais quoi? Que j'ai l'air d'en avoir rien à foutre d'être là? Ça n'a aucun sens. Donc, et ça date, c'est à peu près au moment où j'avais vraiment envie de faire mon projet musical. C'est comme si ça m'avait ouvert le dernier coup de pied dans la porte en disant oui, ah oui, je suis trop volontaire, bah tiens, on va voir. Voilà. Avant de terminer la première partie de notre discussion, je vous propose de regarder des mots qui vont s'afficher et on va voir comment vous réagissez à ces mots-là. Si vous réagissez à ces mots-là. Si j'ai une montre sur les amis et je vais aller vraiment me poser. C'était pas un piège, mais. On va regarder les mots. On va regarder les mots. On va passer à autre chose. Bah déjà, je vais disparaître, ça va faire du bien. Écriture. Vous en avez un peu parlé, hein, c'est-à-dire vous écrivez en marchant. Oui, non, j'écris aussi quand même à un moment de manière plus studieuse, mais c'est le nerf de la guerre. J'adore l'écriture. Je me rends compte en fait que depuis toujours, j'écris. Petite, j'écrivais. Alors si je veux dire un truc redondant, présomptueux, je vais dire des nouvelles. J'écrivais des petites histoires, mais j'adore l'écriture. C'est une des parties que en fait, j'aime toutes les parties de mon métier, mais vraiment l'écriture, même si c'est très dur parfois, très ingrat, c'est vraiment. Mais même ce mot est beau là. C'est beau. Le mot suivant. Famille. Famille. Vous avez parlé à la fois de la famille dont vous êtes issu, de votre enfance, qui est aussi la continuité, en tout cas votre famille à vous. C'est quoi la famille pour vous? Ça représente quoi? J'ai eu l'impression que c'était à la fois... ça a l'air déterminant, évidemment, mais c'est aussi des choses dont vous avez voulu peut-être partir. Il y a la famille qu'on se choisit aussi. Moi, j'adore ma famille. J'ai aussi... je n'ai pas dit le contraire. Spectaculaire et dysfonctionnelle qu'elle soit, comme toutes les familles, d'ailleurs, je crois. Mais je suis très famille. J'aime profondément ma famille. Et c'est un assez beau mot aussi. C'est beau de voir les mots écrits. Et la famille qu'on choisit, moi j'ai une très grande famille élargie. J'ai beaucoup de bandes différentes. Je n'ai jamais fait partie d'une bande. J'ai beaucoup de bandes. J'aime beaucoup fêter mon anniversaire, par exemple. Mais parce que c'est avec toutes les bandes ou avec une seule? Oui, justement, j'adore mélanger. C'est la famille, pour moi, c'est la réunion. Et c'est une valeur refuge. Hein. On y revient beaucoup. Et maintenant que je suis une famille mononucléaire, c'est ça qu'on dit? C'est ça, c'est-à-dire vous êtes une maman solo, une maman célibataire. La famille qu'on se choisit et la famille étendue, elle est encore plus importante. C'est le village qu'on a autour, quoi. Est-ce qu'on est plus forte quand on est monoparentale ou quand on est toute seule sans enfant? Tout à l'heure, vous en avez parlé. Vous avez parlé du fait que comment ça a tout arrêté et comment ça a redéterminé les choses. Je peux pas comparer. Je peux pas comparer parce que ce qui rend fort, c'est les combats qu'on traverse. Donc en fait, ce n'est pas lié qu'aux enfants. En revanche, c'est vrai qu'on déploie des forces. Moi, j'ai un mantra depuis de nombreuses années. La vie, l'âme, l'a vraiment a validé ce mantra qui est c'est dans la tempête qu'on voit la qualité des marins. D'accord. Voilà. Le mot suivant. Danse. Ça fait partie j'ai de entendu vous. Danse, je me suis tenue. Je vois, moi non, mais c'est quelque chose d'inhérent. C'est toute ma vie. C'est dans la nature. C'est toute ma vie. Ouais. Ouais.
plus que la musique elle-même. C'est indissociable, ouais. mais on peut danser sans musique. La musique, si, en fait, on crée sa propre musique. La danse, c'est ce qui m'a sauvé la vie, c'est ce qui... En quoi ça vous a sauvé la vie? C'est quoi? Ça vous ramène à des choses? J'ai eu une adolescence un peu critique, on va dire. Limite ou critique? Critique, d'accord. Maintenant que je suis moi-même maman, j'ai beaucoup d'indulgence pour mes parents, encore plus. Et la danse a été mon garde-fou, vraiment. La danse a été... j'ai pas loupé un cours de danse, j'ai beaucoup loupé les cours, mais par contre, j'ai pas loupé un cours de danse. Il y a quelque chose dans la discipline de la danse que j'aime profondément, mais il y a aussi quelque chose dans justement ce lâcher-prise. C'est universel. Enfin, n'importe qui dans le monde, n'importe quel enfant, vous lui mettez de la musique, il se met à danser. Je crois que l'autre truc, pareil, c'est le foot. Voilà, vous mettez un ballon dans un village et à un moment, il y aura bien quelqu'un qui viendra taper dedans. Ou danser autour. Oui, ou danser autour, voilà. Mais en fait, la danse, c'est la... Je me suis rendu compte, là, en travaillant sur le clip où j'ai redansé, à quel point c'était important pour moi. Encore un mot. Et on parlera la semaine prochaine de tout le reste. Question. Est-ce qu'il y a une question qui est tout le temps présente, qui vous traverse l'esprit en permanence, quand vous marchez par exemple? Est-ce qu'il y a une question qui vous hante? En peu de mots, parce qu'il nous reste très peu de temps, quelques secondes. C'est une vaste question. Comment font les gens qui n'ont pas de passion? C'est ça la question. Il y en a une qui revient souvent. Ouais. Parce que vous vivez de ça. Je vis de ça, et en plus je vis vraiment de ça. J'ai la chance de vivre de ça. Mais j'ai l'impression que quand on a quelque chose qui nous passionne, quoi que ce soit, on pourra toujours se raccrocher à ça. Ce sera notre... Si en plus on peut en vivre, alors ça c'est extraordinaire, ça c'est vraiment... Mais je me dis souvent ça. Oui, c'est l'encre, mais ça peut être la littérature, la musique, l'origami, n'importe quoi, le foot, n'importe quoi, mais quelque chose qui nous nourrit au-delà de tout. Quand on n'a pas de passion, je suis toujours triste quand je vois des ados qui disent « je sais pas ce que je veux faire », qui n'ont pas une passion. Je trouve ça toujours un peu triste. Je vous propose de continuer à parler de vos passions la semaine prochaine, dans la deuxième partie de notre entretien. Ça vous va? Très bien. Merci de nous avoir écoutés et suivis, et la semaine prochaine pour la deuxième partie de notre entretien. À la semaine prochaine.